Les coalitions politiques en lice pour les prochaines élections locales reflètent-elles les aspirations des Sénégalais? Pourquoi le retour des coups d'État en Afrique de l'Ouest? Et quelles sont les raisons? Pour répondre à ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche 12 septembre de 10h à 11h Abdourahmane Ngaïdé, professeur d'histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Mbaye Sylla Khouma, économiste. L'Air du Temps, c'est avec Alassane Samba Diop sur iRadio, la première radiovision du Sénégal. Dimanche 12 septembre 2021, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Mbaye Sylla Khouma, économiste spécialiste des questions de développement. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Abdourahmane Ngaïdé, historien, on ne le présente plus au Sénégal compte tenu de son pédigré et de ce qu'il fait aussi dans le domaine de l'histoire de l'écriture. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, les coalitions se mettent en place en vue des prochaines locales. La dernière mise en date, c'est celle coachée par le Parti démocratique sénégalais qui regroupe Bokk Gis Gis, AJ/PADS, Abdoul Mbaye, son parti, et Thierno Alassane Sall. Avant cela, il y avait cette mise en place par Ousmane Sonko et ses amis Yewwi Askan Wi. Il y a aussi en face la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors, Mbaye Sylla Khouma, si on regarde bien ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, est-ce que les coalitions, c'est la panacée aujourd'hui pour conquérir le pouvoir local et même présidentielle? Merci Alassane, merci pour l'invitation encore une fois sur les plateaux de iRadio et iTélé. Vous êtes le bienvenu. Merci professeur Ngaïdé, que j'ai plaisir à rencontrer pour la première fois. C'est des personnes dont on parle, vous lisez ce qu'ils disent, mais vous n'avez jamais le plaisir et l'honneur et le privilège de les rencontrer. Cette fois-ci, c'est fait. Professeur, bonjour. Merci, et donc, j'en profite aussi pour dire bonjour à tous les auditeurs et tous les spectateurs de E-Média. En fait, c'est vrai que quand je parle sous le couvert du professeur Ngaïdé, qui est effectivement certainement beaucoup plus habilité que moi sur ces questions d'histoire, mais on n'est pas dans des choses nouvelles. Hein? L'alternance de 2000 était aussi faite sous le couvert d'une coalition, on peut dire disparate. Parce qu'autour du président Wade, que ses amis, entre guillemets, communistes et socialistes étaient partis chercher à Paris, il y avait la gauche dure, la gauche historique du Sénégal, donc autour de Feu Amath Dansokho, Abdoulaye Bathily, Landing Savané, pour créer cette coalition effectivement de 2000 qui a donc bouté hors du pouvoir le régime socialiste. Donc c'est pas quelque chose de nouveau au Sénégal. Mais là-bas au moins il y avait, je pense, une vision claire de reconnaissance d'un chef de l'opposition à l'époque, qui était indiscutable. Professeur, c'est sous votre contrôle, qui était Abdoulaye Wade, que tous les Sénégalais reconnaissaient comme l'alter ego d'Abdou Diouf, et qui pendant 26 ans, effectivement, lui en a fait voir de toutes les couleurs. Moi, je suis un peu bien placé parce que j'étais un peu dans les jeunesses libérales avec les Serigne Mbacké Ndiaye. Donc, j'ai vécu ça de l'intérieur. Et cette coalition, effectivement, avait réussi à agréger autour du président Wade l'ensemble des forces qui voulaient effectivement faire en sorte que le pouvoir socialiste parte. Mais là, c'était clair, il y avait une vision claire, c'est qu'il fallait faire partir Abdou Diouf, et puis ensuite on verra. Voilà ce qu'ils ont fait. Maintenant, ce que je vois autour des coalitions pour les législatives, je crois que c'est un peu l'absence, ou en fait la non-reconnaissance d'un leader de l'opposition. Et chacun, effectivement, pense qu'il doit être calife à la place du calife. Et ça crée des questions d'ego. Je pense que dans l'opposition aussi, certains ont du mal à accepter la montée fulgurante de Ousmane Sonko, qu'on le veuille ou pas, qui a fait son trou, qui a quand même démontré qu'il est parti du plus fort reste pour être... Parce qu'en fait, il faut savoir que Ousmane Sonko n'avait pas été élu sous la bannière de Pastef pour les législatives. Hein. C'était Ndaw Réumi. Voilà, donc... mais il a quand même réussi à passer de là à arriver à 3e position donc au niveau législatif. Est-ce que ça lui confère tout de suite ce statut de chef de l'opposition? J'en sais rien, professeur peut-être en parlera mieux que moi. Mais on voit nettement que entre le PDS qui a perdu le pouvoir en 2012 et qui véritablement ne sait plus ce qu'il pèse. Moi, je suis quand même assez sentimental parlant du PDS, que j'ai appartenu à ce parti. Et je crois qu'il y a un problème actuellement de, comme on dit en Wolof,
de connaître peser sa bopp, de pesage, de qui pèse quoi. Certains sont dans l'histoire, comme le PDS, d'autres sont sur une prospective et une projection vers l'avenir, comme les amis de Ousmane Sonko. Et là, il y a effectivement cette bagarre de leadership et personne ne veut effectivement céder la place à l'autre. Je crois que c'est comme ça que je vois en fait la situation actuelle. Est-ce que ce n'est pas la grande difficulté des coalitions, justement? Ils sont ensemble, mais la plupart des partis qui sont dans les coalitions n'ont pas été à une élection, on n'a pas mesuré de représentativité. Donc on essaye peut-être d'être dans une coalition pour juste aller à l'assaut du pouvoir. Bonjour, et je dois d'abord rectifier quelque chose qui me semble être important, pas pour le public qui observe directement, mais pour la communauté académique. Je ne suis pas professeur. Et j'ai l'habitude aussi de... Vous n'êtes pas comme Alpha Condé, vous n'êtes pas professeur. Non, je ne suis pas professeur. Si professeur c'est Alpha Condé ou Gbagbo, je ne suis pas professeur du tout encore. Oui. Et je crois aussi que dans nos débats souvent, il faut que... Vous enseignez l'histoire. J'enseigne l'histoire. Oui. J'ai fait un diplôme d'histoire. Voilà. Je suis historien C'est précis. C'est précis. Et je crois que tout à l'heure, mon vis-à-vis a dit une chose très importante, tout en demandant mon témoignage à moi. Qu'il ne faut pas faire de l'histoire, c'est quelque chose de déjà connu. Et moi, j'ai l'habitude depuis quelques années de dire à haute voix, sans encore avoir les moyens nécessaires pour l'expliciter davantage, que l'histoire ne donne pas de leçons, finalement. Si jamais nous devons toujours rediscuter sur des choses que nous avons déjà discutées et qui continuent à gangréner la situation. Je crois que l'explication qu'il a donnée tout à l'heure, et je souscris franchement à tout, parce que je ne suis pas à l'intérieur de la chose aussi. Mais il a dit quelque chose d'important. Il dit qu'il y a ceux qui pratiquent l'histoire et ceux qui sont dans la perspective. Et bon, il a dit prospective. Mais moi, je préfère la perspective. Parce que c'est elle qui fait que les nuits d'Inde, c'est un ben point. Comme ça, je te dis, si on est d'Inde, on est dans la perspective. C'est perspective. Mais dans la perspective, c'est comme une course vers l'inconnu. Donc, mettons-nous dans la perspective et l'horizontale est là et on voit l'horizon arriver. Mais quand on est dans la prospective, on est dans le giacarlo permanent. Mais est-ce que les coalitions sont dans la perspective? Les coalitions, il faut comprendre, il l'a expliqué tout à l'heure, et je crois que c'est un drame. Partout dans les pays du monde, il y a un éclatement des partis politiques traditionnels. De nouvelles choses sont en train de poindre. Et ce n'est plus même la société civile en tant que telle qui existe. C'est d'autres sociétés qui sont à l'intérieur des sociétés civiles et qui nous perturbent davantage au point qu'il y a eu un éclatement des leaderships. Et il ne faut pas oublier que beaucoup de leaderships actuels ont aussi les moyens de la communication qui leur permettent de créer des groupes. Parce que nous fonctionnons par des groupes maintenant. Absolument. Nous ne sommes pas un mouvement d'ensemble. Le mouvement d'ensemble qui va, il est constitué de groupes singuliers. Et singuliers à l'intérieur que tu peux identifier. D'intérêts divergents. Oui. Et puis vous voyez, et de groupes créés par des réseaux sociaux qui agrègent tout ça. Souvent, les réseaux sociaux jouent un rôle très important. Vous avez vu, même les élections au Maroc, le parti qui a gagné, il a utilisé les réseaux sociaux, là où il ne pouvait pas aller. Et donc, il y a un éclatement de leadership qui fait qu'on ne sait plus si on doit s'appuyer sur l'histoire en tant que telle pour légitimer quelque chose ou bien se revenir à ce que moi j'appelle toujours, qui est très difficile à expliquer souvent, à la mémoire, la capitalisation. Parce que c'est des acteurs qui ont quand même traversé des moments très importants. Et vous voyez, même dans les coalitions, il y a quelque chose qui m'a frappé et sur lequel j'attire l'attention souvent. Même les couleurs ont créé des dissensions. Et le logo. Donc, moi, je dis toujours, je le répète encore, c'est ceux qui m'écoutent, avec lesquels je discute généralement, depuis une dizaine d'années, je dis, il faut qu'on fasse une histoire des couleurs. Il y a 320 partis, 320 couleurs. Il y a 2000 associations, 2000 couleurs.
Donc, Bougane Gueye ne veut pas de couleurs. Il y a des couleurs qui... Donc, il y a des choses qui sont en train de changer à l'intérieur de toutes nos sociétés. Et le Sénégal étant un laboratoire important, il faut qu'on suive l'évolution des coalitions en fonction de la mémoire qu'on veut introduire dans la société. Mais pourquoi Mbaye Sy Khouma, les coalitions ne sont jamais autour d'un programme? C'est souvent chasser ceux qui sont là pour s'y mettre. Pourquoi il n'y a pas de programme? Mais, en fait, je pense que M. Ngaïdé l'a donc un peu suggéré dans son exposé, c'est que les gens sont dans des centres d'intérêt particuliers et différents. Et dans ces centres d'intérêt, où sont les populations? Où sont les Sénégalais? C'est la très bonne question. C'est la très très bonne question. Et là, ce qu'on voit actuellement prouve que ce n'est pas l'intérêt des populations qui est donc mis en avant. Les gens sont dans une logique de... Mais on le voit même au niveau même du parti actuellement au pouvoir. Chacun veut être maire. Comme si c'est la fonction de maire qui est la plus importante, mais pas la fonction d'être dans le conseil municipal. Pour accéder aux ressources, aux fonciers? Peut-être. Le brader après? Peut-être, parce qu'en fait, quoi qu'on dise, le président Macky Sall le disait, sur 100 alertes, les 90 concernent le foncier, en termes d'alerte sur le plan risque, donc de mouvement social. Et ça veut dire effectivement qu'il y a, dans cette course pour être maire, surtout que cette année-ci, la particularité, c'est que quand on va à l'urne, on sait pour qui on va voter pour être maire. La tête de liste. La tête de liste. Alors qu'avant, on votait pour une liste dans laquelle pouvait figurer donc, le prochain maire. Le prochain maire, mais ensuite c'est le conseil qui se réunissait pour l'élire. Donc il y avait une certaine incertitude sur qui doit être maire. Maintenant, on sait d'emblée qui va être maire. Et ces intérêts particuliers, ces égos ou ces comportements égocentriques, ben, on le voit dans l'opposition et on voit que c'est des calculs, je ne dirais pas mesquins, mais c'est des calculs un peu de, peut-être pas de très, en cas de très haut étage, hein, qui sont effectivement mis en avant. Et ce qui fait effectivement que les gens ne peuvent pas s'accorder sur une personnalité qui devrait être le symbole de l'opposition. Et ils sont aidés en cela par le fait que nous sommes dans un pays où les sondages politiques ne sont pas autorisés. On ne sait pas qui pèse quoi. On ne sait pas qui pèse quoi. Et donc, M. Ngaïdé en a parlé. Donc, il y en a qui sont dans l'histoire, qui mobilisaient les foules il y a 26 ans. Il y en a qui sont dans la perspective pour dire c'est notre tour. Donc, cette crise donc, de conflit générationnel est en train de se poser. Et seules les élections à venir nous diront qui pèse quoi, qui représente quoi. Et ça, ce sera très important donc, à l'orée de 2024. Pour savoir qui pourra être peut-être l'alter ego ou l'opposant le plus à même peut-être de mettre en difficulté donc, le régime actuel. Justement, Guédé, dans cette coalition, on constate qu'il n'y a pas de programme. Le seul programme, c'est de changer ceux qui sont là pour se mettre à la place. On est dans une situation aujourd'hui où, dans les localités, les terroirs, il y a énormément de difficultés. Les populations ont des problèmes d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité, les problèmes d'addition d'eau, comme je disais, l'agriculture, les chômages des jeunes qui envahissent aujourd'hui Dakar avec les charrettes et tout. Mais on ne voit pas les gens qui concourent à prendre ces mairies-là parler de ces problèmes-là. Bon, je crois qu'il y a un élément qui a été touché tout à l'heure, que l'intérêt de plus en plus c'est d'aller contrôler les mairies. Je crois qu'il y a quelque chose aussi peut-être, je le pense comme ça maintenant là, qu'il y a comme si les gens sont poussés par une volonté d'être des chefs locaux. Puisqu'il y a, vous avez parlé... Des barons locaux. Enfin, je ne peux pas dire barons, mais si on observe, il y a comme une forme d'accaparement de quelque chose qui est en train, semble-t-il, de disparaître. Et qui est, malheureusement, le foncier. Moi, sans aucune gloire, je travaille sur le foncier depuis 20 ans. J'ai fait mon DA sur ça, j'ai fait l'évaluation de la loi foncière. Mon dernier article, justement, c'est sur le foncier, logique d'héritage et superposition de droit en Afrique, où je disais que le régime actuel sera confronté à un problème foncier urbain et rural. Donc, mais accéder au pouvoir local ne signifie pas
automatiquement accéder au bien foncier ou régler le bien foncier. Il faut que les gens arrêtent de rêver, parce que nous tous, dans nos traditions, nous savons que qui touche au foncier, quelque chose de très sensible. Même c'est imaginaire, c'est illogique peut-être, mais ça existe dans nos imaginaires. Donc, il va falloir que les acteurs politiques qui veulent arriver tout à l'heure, vous avez dit d'ailleurs quelque chose d'important que j'ai relevé, ils ne s'occupent pas de la population. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit citoyens, hein. Vous n'avez pas dit citoyens, vous avez dit population. Parce que moi, population, c'est ça qui est important. Absolument. La population, c'est elle qui fait la masse de la chose. À l'intérieur, on retrouve des citoyens qui émergent et qui parlent à la population. Voilà. C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il y a quand même des phénomènes dans nos sociétés qu'on n'analyse pas très bien et qui font les dysfonctionnements de compréhension. Puisque s'il n'y a pas de programme, ce sont les citoyens qui doivent en parler. Les populations, elles, quotidiennement, elles s'occupent à manger. Moi, je les traverse chaque jour. Je vois que les gens travaillent, font quelque chose. C'est extrêmement difficile quand tu discutes avec les individus, individuellement. Mais quand tu vois dans la masse, par exemple, moi, quand je traverse Rufisque, je suis étonné. Il y a de la crise, il n'y a pas d'argent, mais il y a énormément de choses qui viennent des champs. Tu as l'impression que les gens travaillent chaque jour, alors qu'il y a des dilemmes dans les discours. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si nos nouveaux leaders connaissent très bien ce que c'est que le retour au local. Il faut qu'on réapprenne à revenir au local sans les stéréotypes qui se sont accumulés dans les villes. Parce que si nous revenons avec notre propre rythme appris dans les académies, appris dans la manipulation des politiques, nous ne répondrons jamais au rythme des populations qui sont à l'intérieur, puisque le rythme est totalement différent. Mais est-ce que les populations ici, sur le Roumain, sont conscientes? C'est elles qui détiennent le pouvoir. C'est elles qui élisent les gens. Est-ce qu'elles sont conscientes de leur pouvoir? Elles, populations, à qui on vient chaque fois, on est en train de les berner sur des discours. Aujourd'hui, par exemple, pendant les locales, tout le monde rentre chez lui. Les gens reviennent fréquemment. Dès que les locales sont terminées, tu élis maire, tu élis ta maison à Dakar. Et tu vas rarement dans la localité et fais un bilan aujourd'hui des mairies, mais c'est des catastrophes. Oui. En fait, ces élections à venir seront la preuve que les élections municipales et locales sont très, très différentes des élections législatives et présidentielles. Je lisais mon petit frère Abdouaziz Wan, qui écrit que c'est une affaire de gorge et de cogne. Les populations sont extrêmement conscientes des personnes qui vivent leur quotidien. Elles le savent. Et elles savent aussi, elles connaissent très bien, et elles savent les distinguer dans la masse des personnes comme moi qui attendent juste le jour du partage du gâteau pour s'installer, pour pouvoir dire je tiens le couteau. Elles feront la différence. Moi, je suis certain qu'elles feront la différence. Et comme disait effectivement tout à l'heure M. Ngaïdé, il y a quand même, heureusement, quelques îlots de pensée qui ne sont pas dans les coalitions, mais qui sortent pour dire nous avons une vision pour la communauté rurale, nous avons une vision pour la mairie, nous avons une vision pour le département. C'est des voix qui, malheureusement, ne sont pas encore peut-être très, très audibles, mais qui, peut-être d'ici janvier, le seront. D'ailleurs, la plupart d'entre elles ne sont pas dans des partis politiques classiques. Justement. Comme le Maguire Wade, par exemple, de Ngaï Mekhe, Sandiara avec Chérin Diop, et peut-être d'autres maires. Comme Cheikh Oumar Sy, qui cherche effectivement la maire de Golfe. Oui. C'est des personnes qui viennent, qui ont un discours différent. Mais le drame, c'est que c'est des petites individualités dans cette masse de politiciens. Oui, mais comme je disais, dans les populations, il y a de plus en plus de prise en compte de ces questions de terroir. Vous savez, moi je pense que ce qui a beaucoup manqué à nos gouvernants et qui manque encore, c'est qu'on n'a pas encore mis les terroirs au cœur du développement. Et que c'est là que ça va se passer en fait. Si on veut développer ce pays, il faudra partir des terroirs pour remonter vers le haut. Donc c'est un échec de l'axe 3 de la décentralisation. Non, c'est clair que, vous savez, il y a ce qu'on déclare, il y a le discours. Il y a le discours, il y a la réalité. L'acte 3, sans que les collectivités locales qu'on veut renforcer, ni les ressources humaines, ni les ressources financières, c'est un discours.
C'est creux. Mais justement, est-ce que justement certains qui veulent être justement des maires dans nos localités, c'est pas la grande difficulté qu'ils vont avoir. Tu peux être élu tête de liste de mairie, c'est l'État qui détient le cordon de la bourse. Oui. S'il veut ton échec dans ta mairie, tu ne pourras rien faire. C'est absolument. Et Parce comme qu'eux, ils ne donnent pas l'argent aux mairies. et comme disait M. Ngaïdé, les gens auront peut-être un réveil brutal. Parce que la question foncière, c'est une bombe. Ouais. Et les gens sont en train d'aller réclamer la gestion d'une bombe, aussi bien sur le plan rural que sur le plan urbain. Parce que les gens sont de plus en plus éveillés. Et c'est en cela que les réseaux sociaux sont une bonne nouvelle, je pense, dans la communication démocratique et populaire. Les gens savent. Et je veux vous dire que après ces élections-là, je ne le souhaite pas, mais il y aura peut-être un peu de grabuge autour du foncier. Il y aura toujours. Voilà. Parce qu'en fait, le professeur n'a pas dit que il a même presque conjugué au passé, mais moi je pense que c'est déjà là. C'est déjà là. La question, elle est déjà là. Elle est là au niveau de Dakar, elle est là au niveau de Rufisque et de sa banlieue, Sangalkam et autres, où des populations qui vivent de la terre ne peuvent plus trouver leur champ de culture. Des populations, effectivement, qui avaient donc leur patrimoine, parce que le foncier chez nous, moi je me rappelle, j'étais encore jeune, mais j'ai vu des bagarres, des batailles rangées avec mort d'homme entre villages pour des questions de mètres carrés, de séparation de champs. Mais on parle pas de 100 mètres carrés, on parle de 5 à 10 mètres carrés de séparation et les villages se sont entretués. Ça veut dire que le foncier chez nous, c'est quelque chose d'extrêmement sensible et je pense que dans certaines localités, on a joué avec le feu et quand on joue avec le feu, on se brûle. Et on y va tout droit. Mais si on regarde la configuration de tous ceux qui vont aller au local, la plupart d'entre eux, est-ce que ce n'est pas en ligne de mire la prochaine présidentielle de 2024, même si certains disent que oui, les locales ne préfigurent pas la présidentielle, c'est une question qu'il faut poser. Est-ce qu'ils ne se projettent pas à travers les locales pour se positionner pour la prochaine présidentielle de 2024? Oui, mais je crois que c'est le même cheminement. C'est-à-dire que ceux qui vont peut-être réussir cette élection locale peuvent peser lourdement dans les prochaines présidentielles. Ça, c'est très clair. Si tant est, l'État accepte de donner de l'argent pour que tu puisses faire ton travail. Parce que c'est lui qui détient le cours de la bourse. Vous voyez, ça c'est autre chose. C'est important. Vous voyez, parce que pour réussir dans la localité, il faut forcément que l'État central donne les moyens. Humaine. Ce n'est plus la logique. C'est qu'il y a eu une manipulation. Donc, dès que l'homme touche à des choses qu'il avait déjà établies pour faire atteindre quelque chose, avant de l'atteindre, il le touche, mais il y a une panne. Il y a certainement eu une panne de moteur. Mais nous ne souhaitons plus de panne de moteur. Nous voulons aller vers ce que nous souhaitons être. C'est-à-dire, ceux qui doivent diriger, ils doivent diriger. Moi, je ne dirigerai pas. Jamais, certainement. Jusqu'à ma mort. Mais ceux qui doivent diriger et qui veulent le suffrage de la population doivent être conscients du poids que représente cela. Absolument. Et ils ne doivent pas aussi, ils doivent aussi ôter de leur tête, justement, excusez-moi du terme, de leur esprit, que ce n'est pas en revenant régulièrement dans la localité ou en ayant l'aura, que ce soit l'aura du sang ou l'aura de la famille, ce n'est pas ça qui permet de stabiliser l'espoir d'aller vers quelque chose de plus stable dans nos sociétés. Pour que la gestion de ce que nous sommes en train de dire, le foncier, ça n'a jamais disparu. Ça ne disparaîtra jamais. D'autant plus que nous augmentons. Donc, il faut qu'on occupe l'espace. On ne peut pas ne pas occuper l'espace. Et en plus, tout citoyen peut occuper n'importe quelle portion d'espace sur l'espace national. Mais ce n'est pas totalement vrai. Dans les pratiques locales, il y a autre chose. Donc, je crois qu'il y a nécessité de plus en plus, si je deviens historien et sentimental, on revient à l'histoire. Mais si on revient à l'histoire, justement, on casse tout, on revient à tout. Parce que la décentralisation a ramené l'idée d'appartenance locale.
il faut qu'on évite de tomber dans le localisme. Parce que l'objectif, c'est de aussi diversifier les possibilités. Que le citoyen de Ndialakhat puisse aller devenir maire à Santankoy, dans le Kolda. Mais c'est ça qui est l'objectif des prochaines générations. C'est de pouvoir effacer définitivement l'appartenance singulière, mais mettre en avant la possibilité de faire espérer la société et la faire toujours rêver. Puisqu'une société qui ne rêve pas, elle n'a pas d'histoire. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Abdrahmane Gaïdé, historien, qui enseigne l'histoire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Mbaye Sylla Khouma, économiste spécial de développement. Mbaye Sylla Khouma, le deuxième point de notre débat, c'est la sous-région. En Guinée, on a vu ce qui s'est passé avec le coup d'État contre Alpha Condé, qui a été déposé. Hier, il y a eu la CEDEAO dans la semaine qui sont partis le voir. Les gens parlent un peu de tractation pour le faire libérer. Mais au fond, si on examine ce qui se passe dans la sous-région, quelque part le retour des coups d'État, est-ce que c'est le résultat de la malgouvernance de nos dirigeants? C'est clair que pour moi, c'est l'échec des politiques et des intellectuels quant à ces questions de dévolution du pouvoir. Donc, M. Ngaïdé l'a juste suggéré avant qu'on change de sujet. Quand on touche à des choses préétablies, des choses sur lesquelles tout le monde s'est entendu, et vous venez les tripatouiller pour des questions d'ordre uniquement personnel, vous créez une panne. En Guinée, il y avait une constitution votée en 2010 par l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile qui sont entendus sur une constitution béton et laquelle disait que la question de la limitation des mandats et celle de l'alternance ne sont pas susceptibles de modification. C'est-à-dire, c'était verrouillé, c'est-à-dire vous ne pouvez pas y toucher. Mais qu'est-ce que M. Condé fait en 2020? Il abroge lui-même cette constitution qui était donc consensuelle, autour de laquelle tous les Guinéens, quel que soit leur bord, donc avaient souscrit pour créer sa constitution, entre guillemets, à lui, et qui lui a permis donc de gagner, entre guillemets, ses élections. Mais quand il l'a fait, j'avais même écrit sur ma page Facebook que c'était une victoire à la Pyrrhus. Vous gagnez, mais vous disparaissez avec la victoire. Pour ne pas dire vous mourrez avec la victoire. Et on y est. Et moi, en fait, heureusement que je n'ai pas eu raison, parce qu'en fait, moi, je voyais plus grave. Je voyais le risque de déstabilisation sociale autour d'une guerre civile. Parce que les pratiques de Alpha Condé, mais conduisaient tout droit à ce qu'on a vu dans d'autres pays. Quand vous attaquez des groupes singuliers basés sur l'appartenance à une région, mais vous créez les conditions effectivement. Absolument. Et donc, je pense que ce qui s'est passé pour la Guinée, moi, je ne le souhaite pas. Les coups d'État, pour moi, c'est toujours une mauvaise réponse à un vrai problème. Mais en fait, ce sont les élites politiques civiles qui invitent, entre guillemets, l'armée. Oui, mais parce que souvent, si l'armée prend le pouvoir, elle vient aussi, elle ne fait pas souvent mieux que ceux qui étaient là. Non, mais parce que moi, j'ai une fois entendu sauf Sankara, le professeur Adedji Adebayo qui disait, en fait, que quand les militaires arrivent au pouvoir, généralement, ce n'est pas pour rester. Parce que eux, c'est des gens qui sont pour l'ordre et la discipline. Et quand ils voient que ça c'est en train un peu d'aller dans le boxon, ils interviennent pour dire on met de l'ordre. Mais Adebayo disait que mais quand ils arrivent, ils se rendent compte que c'est tellement doux, comme les Ivoiriens. Ils prennent goût. Et tellement simple que, ils disent bon, on va rester 6 mois, mais après les 6 mois deviennent 6 ans. Le Mali est un exemple. Le Mali est l'exemple. Choguel Maïga a dit qu'on ne peut pas respecter le calendrier. Non, jamais, parce qu'ils se rendent compte que mais l'affaire là, c'est bien. Et c'est pas très compliqué. Parce qu'en Afrique, vous voyez les présidents, ils ne prennent pas beaucoup de cheveux blancs. Vous avez vu Obama, comment est-ce qu'il a été transformé sur le plan physique au bout de 2 mandats. Le jeune a blanchi sous le harnais tout de suite. Mais autour parce que ça réfléchit. Ah oui, mais ça réfléchit, ça subit une pression. Ce n'est pas une sinécure d'être président dans certains pays. Parce que vous avez une opinion publique, vous avez des intellectuels comme M. Ngaïdé qui vous regardent tous les jours et qui ont leur plume, qui écrivent. Il y a Ben Laden aussi, quoi. Absolument, il y a Ben Laden aussi. Donc, ils ne dormaient pas du sommeil du juste. Mais chez nous, les militaires, quand ils arrivent, ils se rendent compte que ce n'est pas très compliqué d'être président.
et que c'est très bon comme fonction. Et voilà, donc il dit, bon, transition de 6 mois, mais un mois après, il dit non, il faut quand même 18 mois, parce qu'il faut quand même mettre un peu d'ordre et tout. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand ils ont effectivement pas envie de partir, il y a un qui enlève l'uniforme, qui met le costume, qui dit, moi je ne suis plus général, je suis M. Ngaïdé. Je suis candidat. Ils savent que facilement on peut organiser les élections et les gagner. Et donc ils apprennent. Et je crois que ce sont les civils, de par leurs échecs répétés, qui les y invitent. Bon, l'Afrique n'a pas été le seul continent à connaître des coups d'État. L'Asie en a connu, l'Amérique latine en a connu. On a encore les souvenirs des images de l'armée de l'air chilienne bombardant le palais de Allende. Mais les raisons ne sont pas les mêmes. Ici, on a des coups d'État parfois en Afrique où c'est le chef de l'armée qui vient prendre le pouvoir. Parfois, ce sont des jeunes officiers dans l'armée qui déposent les officiers supérieurs et qui prennent le pouvoir. Donc, ça dépend des scénarios. Donc, mais, quoi qu'on dise, comme disait M. Ngaïdé, ce sont les civils qui créent la panne en bidouillant, en magouillant, en détournant donc, un peu les textes donc, constitutionnels, les textes, les lois fondamentales, et qui créent les conditions de la panne et qui invitent effectivement les militaires. Oui. Est-ce que la question de fond, si on constate que les civils ont échoué, que les militaires qui viennent aussi font pire peut-être que les civils, c'est quoi la question de fond alors? Bien. La question de fond, c'est nous, c'est l'homme en tant que tel. Par exemple, moi je suis en train de jouer avec ça pour comprendre ce que c'est qu'une constitution. Je constitue des choses, je les assemble, mais c'est pas ça la constitution. Moi, je cherche la construction et comment comprendre la constitution. La constitution, ce n'est pas des objets qu'on enlève et qu'on remet en phase comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas de la mécanique. Non. C'est dans la tête. Et puis, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que je vous jure que le jour où Alpha Condé est arrivé au pouvoir il y a quelques années, 2010, j'ai posé la question au doyen Amadi Alidien. Je dis, papa, que pensez-vous de ce monsieur? Il me dit, il est pire que 3 points de suspension, il va vous surprendre. Donc moi, je ne suis pas surpris, parce que j'étais dans la mémoire. Mais lui, il a voulu fabriquer de l'histoire. Il a oublié qu'il avait été en prison, exilé, palais, exilé, prison, coup d'État, mandat, coup d'État. Et je suis persuadé d'une chose, j'ai la hantise de vouloir relire tous ces discours pour voir s'il y a le terme résilience à l'intérieur. Pour voir exactement ce que ces gens nous disent de la résilience, est-ce qu'eux-mêmes ils se l'appliquent? Parce que si le président de la République ne peut pas s'appliquer une résilience en fonction de son cheminement historique et de la mémoire qu'il veut laisser dans la société, mais c'est qu'il y a un problème. 32 millions d'euros dans un coffre, c'est quand même, c'est pas la résilience ça. Hein? Je ne sais pas, il fallait c'est la bombasse. Il n'a pas besoin d'argent dans sa poche, pourtant. Il n'en a pas besoin, parce qu'il n'achète pas de gertichaf dans la rue. Non. Et rien. Même, je suis persuadé qu'en fouillant ses poches, assis tel que moi j'ai eu l'impression que c'est un gangster qui était assis en train d'assister à une scène de torture devant lui, avec la chemise ouverte. Je suis sûr que si tu mettais tes poches à l'intérieur, tu vas trouver là-bas 500 francs. Pour vous dire tout simplement que le rapprochement avec cette chose que nous-mêmes nous avons fabriquée et que nous faisons circuler pose problème. Ouais. C'est devenu... D'ailleurs, pour être leader aujourd'hui, il faut avoir de l'argent. Ouais. Il faut être bien assis, c'est normal. Ce n'est même pas acheter les consciences, puisqu'il faut entretenir aussi. Absolument. Parce que c'est ça aussi, entretenir le rêve, mais lui, c'est autre chose. C'est que je crois que nous sommes mal barrés. Si chaque militaire doit, à un moment donné, penser qu'il peut qu'il peut changer l'esprit de son militaire pour devenir citoyen ordinaire et tout d'un coup devenir quelconque, alors qu'il est appelé à gérer, il a dit, l'ordre et la discipline dans la société, c'est lui qui est le plus indiscipliné. Et venant à la télé, couvert du drapeau, comme s'il était au stade. Je le vois ainsi. C'est vrai que c'est truc national, c'est pas grave, mais tout d'un coup, il y a quelque chose un enfantillage à l'intérieur. Tout à fait. Bon,
moi, en tant qu'historien, ma mémoire s'est plutôt réveillée. J'ai pensé à William Sassine s'il était vivant, et qui est écrivain de Cancan, et qui est métis. Et je vois que le général est dans le métissage aussi. Peut-être bien que les dérives qu'on soupçonnait chez Alpha, peut-être peuvent être stoppées par le militaire. Absolument. C'est un hope. Là, j'utilise. Mais si on regarde bien aujourd'hui, depuis que les militaires sont arrivés au pouvoir, bientôt 2 semaines, on a l'impression qu'ils sont impréparés, que ça tire de partout, ça part dans toutes les rues. On a l'impression qu'ils n'ont pas de feuille de route. Moi, je suis complètement partisan des personnes qui pensent que ce coup d'État n'a jamais été planifié par des services secrets étrangers. C'est le coup de tête, oui. Non. Ce qui s'est passé en Guinée, pour moi, me rappelle ce qui s'est passé avec Rawlings. On emprisonne un chef militaire aimé par la troupe, ou aimé de la troupe, qui se rend compte qu'il y a une injustice totale, que les officiers supérieurs ont enfermé un capitaine qui, lui, tient un discours novateur de réforme, aussi bien dans l'armée, de justice sociale au niveau du pays. Et donc cette personne-là, on peut compter sur elle pour demain. Et donc, dans la nuit, on va enlever Rawlings de prison, et qui vient et qui prend le pouvoir. Il s'est rendu compte que connaissant l'armée, qu'il y avait des colonels complètement corrompus, les Afriés, les Hachempong, qu'il a même fait fusiller immédiatement sur la plage de Labadi, qu'il n'y avait pas d'armée en fait. Il y avait juste un semblant de personnes. Avoir des uniformes ne veut pas dire que vous avez une armée. Le Doumbouya parle justement de Rawlings et de Thomas Sankara comme ses modèles. Je pense que s'il apporte à la Guinée ce que Rawlings a apporté au Ghana, moi j'applaudirais. Je ne suis pas partisan du coup d'État. Je suis quand même issu de l'armée parce que j'ai été quand même formé au Britannique militaire de Saint-Louis. Donc je ne suis pas insensible à la question militaire, à l'uniforme, à l'ordre et à la discipline. Mais je pense que chacun doit jouer son rôle. L'armée doit jouer son rôle, une armée républicaine, et le gouvernement civil doit effectivement jouer son rôle. Mais souvent, les pannes qui amènent l'armée à venir s'immiscer, c'est des pannes créées par les civils qui parfois s'amusent avec des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. M. Ngaïdé en a parlé. La Constitution, ce n'est pas quelque chose qu'on bricole. Dans tous les pays du monde qui sont stables, personne n'imagine toucher à la Constitution, même pas une virgule. Mais quand vous avez des régimes où, quand les gens s'installent, au lieu de regarder vers la perspective et la prospective, ils regardent sur comment consolider un pouvoir pour ne jamais le perdre, vous arrivez à des situations où vous faites le tripotage de trop, et ce tripotage de trop peut être un faux pas de trop, et c'est ce qui s'est passé à la Guinée. Maintenant, ce qui se passe actuellement prouve que mais il n'y avait aucune préparation, les gens se cherchent. Et il faut souhaiter effectivement que très rapidement, ils aient peut-être quelques conseillers qui leur expliquent comment fonctionne un État, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, pour éviter qu'on aille effectivement peut-être vers des situations d'aventure. Oui, il a parlé quand même de diversité, de discours, de métissage en Guinée, le nouveau chef de la Guinée, M. Doumbouya. Et beaucoup disent la particularité de Doumbouya, c'est qu'il n'est pas issu de l'armée guinéenne. C'est quelqu'un qui a été formé par la Légion étrangère, qu'on est parti chercher. Est-ce qu'aujourd'hui, sa légitimité peut s'appliquer avec l'armée guinéenne qui était là sur place depuis 1958 avec Sékou Touré? Bon, à un moment donné de notre histoire, dans les années 1990, avec le discours de la Baule et l'ouverture démocratique, nous avons fait venir des technocrates formés dans des rouages que tout le monde connaît. Les résultats sont là. Les résultats sont là. Mauvais. Bon, je ne dis pas qu'ils ont été toujours mauvais, tous mauvais, mais on a vu que ce n'est pas ça. C'est toujours l'histoire de l'homme. Bon, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de William Sassine qui m'est venu à l'esprit, puisque William Sassine est issu de Cancan et il est métis. Et Alpha est de Cancan, lui il est de Cancan. Doumbouya de Cancan. Et puis il a des enfants métis. Vous avez vu la photo circuler avec le petit pain du petit enfant. Ouais. Tout ça, c'est suggestif de plein de choses qu'on peut analyser d'ici demain, parce qu'il peut dériver. Donc, je crois que ce n'est pas... Sa formation est importante. Il est passé par là, au Sénégal. Il est passé en Afghanistan. Il est passé en Israël. Tout cela
signifie quelque chose, un CV bien rempli. Et puis, il n'est pas encore général. Mais l'ancrage, l'ancrage local. Dans l'armée guinéenne, ça peut être un hiatus? Non, l'ancrage, il avait une unité spéciale. Et nous venons d'apprendre, enfin, je l'ai écouté ce matin, que Alpha avait été en train de former une autre unité parallèle à Caen quand même. Et donc, ce qui fait qu'il y avait une division à l'intérieur. Il y avait une armée dans l'armée. L'armée dans l'armée. Et on lui a signalé tout cela. Peut-être même par ailleurs, justement, peut-être on peut y penser comme ne le pense pas mon grand frère. Il peut y avoir des mains étrangères à l'intérieur. Peut-être. Ah oui, puisqu'il n'a pas d'ancrage, mais il est en train de s'ancrer, je crois. Il a nommé la première générale. Gouverneur de Conakry. Gouverneur de Conakry, ça signifie quelque chose. Absolument. Il donne aux femmes une possibilité d'apparaître même à l'intérieur de l'armée. Ce qui n'existe pas chez les autres pays africains encore, je crois. Avoir une grande responsabilité en tant que femme et puis pas agir. C'est une stratégie, ça? Ça peut être c'est une stratégie puisque les femmes, ce sont le gros des électeurs quand même. C'est elles qui gèrent pratiquement tout. Donc je crois qu'on peut, en attendant, accepter ce qui se passe. Et moi, ce qui m'a frappé encore plus, c'est que les premiers ambassadeurs qu'il a reçus, ça m'a beaucoup frappé. Il a reçu le Turc en premier et la Chine. Et puis les Africains, il a reçu Sierra Leone. Bon, la Sierra Leone, on sait. Des voisins. C'est des voisins. Et deux pays qui ont des intérêts lourds en Guinée, Turquie et Chine. Turquie et Chine dans toute l'Afrique. Et puis il faut éviter aussi que les Turcs... c'est des militaires, les Turcs. Ils ont un régime militaire à l'intérieur. Bien sûr. Et ils sont en train d'armer l'ensemble de l'Afrique. Ils sont là depuis longtemps. Ils reviennent en force. Ils sont de plus en plus présents dans le commerce, dans le bâtiment, en Afrique de tout. Dans l'alimentation. Même dans l'équipement de l'armée. Bon, moi, je faisais un cours sur la Turquie moderne il y a une dizaine d'années. Les gens n'avaient pas compris pourquoi. Mais maintenant, aujourd'hui, on comprend. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Moi, ce qui me gêne, c'est que, je n'aime pas trop en parler maintenant. Je viens de l'autre côté du fleuve. J'ai connu les coups d'État. Je suis africain aussi. J'ai 60 ans. Depuis ma naissance, ma date de naissance 62, marque d'ailleurs quelque chose ici au Sénégal. Coup d'État constitutionnel. Et je suis le 12 septembre, il y a moins d'une semaine, j'ai assisté à un coup d'État. Mes enfants l'ont vécu. Mes petites filles sont en train de vivre la même chose que moi, que mon père, mon grand-père maternel, qui fut tirailleur des Sénégalais. Ils ont tous vécu ça. Moi, je suis en train de vivre ça en tant qu'historien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Absolument. Dans ma tête, il y a quelque chose, un accident psychologique, épistémologique et humain en même temps. Des recommencements. Je suis historien, je vois des choses se répéter. Et nous sommes comme si obligés, chaque 10 ans, de faire le bilan de nos chefs d'État sans en prendre note. Il faut, je vais parler un peu voilà. Il faut nous tenir. Il faut nous tenir ces fakastalou depuis 60 ans pour qu'on puisse voir quel type de leadership nous voulons et qui puisse nous porter vers ailleurs. Je crois que le mot il a prononcé, c'est le mot leadership. Les souffrances et les malheurs de l'Afrique viennent en fait de ce leadership très 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 faible que je peux dire. Je ne veux pas dire mauvais pour ne pas être dur. Et préciser qu'en Guinée, peut-être que la plupart des coups d'État, c'est des chefs d'État qui sont morts. Voilà. C'est la première fois peut-être qu'un président vivant a été déposé. Voilà. Maintenant, Lassana Conté est mort, a pris le pouvoir. La Guinée a souffert de leadership. Ils ont eu un très mauvais leadership. Sékou Touré est mort, Lassana Conté a pris le pouvoir. Absolument. Et ça a été évidemment une succession de leadership de mauvaise qualité. Et la Guinée, malgré toutes ses richesses, à la fois du sous-sol et du sol, quelqu'un me disait, quand on arrive à l'indépendance en 1960 ou en 1958 pour la Guinée, dans les spéculations agricoles, la Guinée dépassait la Côte d'Ivoire dans tout. Café, cacao, banane et autres. Vous voyez, en fait, là, ensuite, il y a eu Houphouët-Boigny en face, Sékou Touré de l'autre côté, on voit la différence. Et la Guinée est, sur le plan potentiel économique, énorme, mais peut-être 10 fois plus importante que la Côte d'Ivoire. Mais ils ont eu le mauvais leader. La Côte d'Ivoire a eu le bon leader. Voilà. Et ça revient à la question de fond, les populations. Et les populations. Et c'est là où je dis... Oublier. Et les premières
décisions de Doumbia, moi je les vois de manière assez positive parce que je me dis, vous savez, le véritable leadership, vous le trouvez dans l'armée. Mais dans l'armée, la véritable armée, dans l'armée bien formée, les leaders ne s'occupent que de compétences. Ils ne regardent pas d'où vient la personne, d'où vient effectivement, ils regardent qui sont les meilleurs et ils les mettent. Et la raison, elle est simple. Et lui, il vient de la Légion étrangère. Dans la Légion étrangère, mais la question du grade est presque pas très, très, très importante. C'est qui est le meilleur. Parce que là, ils vont à la castagne. Absolument. Ils vont dans les combats les plus durs. Absolument. Et dans les combats les plus durs, si le chef se trompe, la troupe meurt. C'est pour ça que dans l'armée, les soldats, eux, ils savent qui est le bon chef de section. Ils savent qui est le bon officier. Les soldats le savent. Donc, parce qu'ils savent, parce qu'eux, ils vont aller au combat, et ils savent qui est le bon leader. Et je pense que les décisions qu'il a commencé à prendre pour dire, il faut qu'on ait une nouvelle Guinée, inclusive, en mettant les meilleurs. Cette décision de mettre déjà une générale, pour la première fois, on prend une dame de l'armée et on lui confie effectivement cette fonction de gouverneur de région, sans regarder d'où elle vient, c'est quoi son patronyme. Moi, c'est des signes qui me donnent le sentiment qu'il est peut-être sur les traces de son modèle qui est Rawlings. Et s'il fait pour la Guinée ce que Rawlings a fait pour le Ghana, dans 10 ans, il aura une statue. Et nous serons heureux. Oui. Absolument. Et puis bon, nous serons heureux si Nous serons heureux. arrive à, justement à la statue et qui fait que je touche encore mon bois, puisque l'art est dedans. La mode est dedans, puisque toi-même, Alassane, tu as sorti cette photo de Alpha en te posant la question de savoir est-ce que les professeurs... nous ne nous haïssons pas nous-mêmes en déclarant que tout celui qui porte les chemises de Patéo se retrouve un coup d'État. Non, l'art n'est pas dedans. Si on revenait à l'art, au vrai artiste, ce que Alpha n'a pas pu faire, parce qu'un artiste est résilient, lui qui avait une expérience à capitaliser pour les enfants de demain, il a voulu plutôt capitaliser ça pour avoir des obsèques nationales qu'il aura certainement un jour. Moi, ce qui me gêne aussi, il faut qu'on en parle, ce qui me gêne trop, c'est aussi cette facilité que la CEDEAO a pour déplacer des délégations dites de haut niveau, alors que c'est des démarches pour exfiltrer quelqu'un qui aurait dû être jugé sur place. Moi, de plus en plus, je suis contre l'acceptation de l'exil des anciens présidents. Vous pensez qu'Alpha Condé doit faire l'objet d'un procès? Certainement. Pourquoi les cours africaines extraordinaires comme il s'est navré? Il n'a qu'à être jugé chez lui, puisque de plus en plus, les cours internationales, c'est aussi souvent des tambours. Et puis on les critique toujours. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on aille négocier pour quelqu'un, pour lui trouver un pays d'accueil. Lui-même, il ne doit pas l'accepter. Je l'ai dit tout à l'heure, il était en prison, exilé. Comment il va passer tout son temps à être un exilé? Et nous allons y participer. Et c'est notre CEDEAO qui participe à la fabrication de présidents en exil. Il faut qu'on arrête ça. Absolument. Les populations ne doivent plus accepter ça. Je ne suis pas contre, je suis même moi-même un ancien exilé, mais je le dis en fond, justement, pour cela. Parce que ce n'est pas la même chose. Non. Il faut qu'on arrête ces masses-là, aller, soit on condamne définitif, soit on ne condamne pas. Parce que la CEDEAO ne peut rien condamner, d'ailleurs. L'Union africaine ne peut rien condamner. Même sur le plan international, tout sera entériné. Il va avoir un pays d'accueil. Celui-là va devenir général. Et il va aller dans les MONUSCO qui se démultiplient. Puisqu'il faut dire que nos armées, il y a trop de généraux maintenant. Dans toute l'Afrique. Et c'est dangereux. Et un procès pour Alpha Condé, c'est possible en Guinée? En fait, il a fait des choses. Si on regarde un peu tout ce qui s'est passé. Cellou Dalein Diallo a parlé de pratiquement de plus de 200 morts. Il a fait des choses, en fait. En tout cas, les gens ont tiré à vue. Absolument. Et il y a aussi les événements du 15 septembre. Oui, et c'est le chef suprême des armées. Le 28 septembre. Oui, même s'il n'a pas donné d'ordre, il est quand même le patron de l'armée qui a tiré. Donc si quelqu'un doit répondre, la responsabilité en parlant de celui qui doit endosser, ne peut pas effectivement aller donc au-delà de Alpha Condé. C'est lui le responsable de l'armée, c'est le patron. Donc il est, même s'il n'est pas coupable comme on dit,
il est responsable. Et en tant que responsable, s'il y a des comptes à rendre, c'est lui qui doit les rendre. Je pense que nous, ce que nous devons souhaiter en tant que pays voisin et pays extrêmement imbriqué avec la Guinée, c'est que la Guinée aille rapidement dans la stabilité. Parce que nous sommes certainement l'un des pays les plus guinéens, entre guillemets. Bon, généralement, les gens parlent même de Guinée-Galais, parce qu'on est tellement imbriqués entre les Guinéens et les Sénégalais qu'on ne sait même plus qui est qui. Donc nous, il nous faut une Guinée stable. Et malheureusement, dans toutes les démarches d'Alpha Condé, dans tous les actes qu'il posait, c'est des actes belliqueux à l'encontre du Sénégal, parce que pour lui, Macky Sall est le Sénégal. Et pourtant, Dieu sait qu'il a beaucoup d'amis. Hein, donc, Ngaïdé est là. Moi, je sais que les Sénégalais le connaissent même peut-être mieux que les Guinéens. Il était ici. Il a vécu ici. Ouais. Donc, les Abdoulaye Bathily, les Amadi Alidien qui ont dit qu'il sera pire. Les Babacar Touré. Ils le connaissent. Ils le connaissent mieux Albert que les Bourgi. Guinéens. Bien sûr, ils le connaissent trop bien même. Donc, mais c'est quelqu'un qui est, malgré son âge, qui a été incapable de prendre la hauteur. Il était dans le faillanté avec Macky Sall, fermer la frontière. Mais c'est insensé entre le Sénégal et la Guinée de fermer la frontière. D'ailleurs, vous la fermez, ça n'empêche pas que les gens circulent. Parce que. Un trafic, oui. Bien sûr. Mais c'était des positions, des actes très, très belliqueux à l'encontre du Sénégal qui n'avaient pas de sens. Mais souhaitons à la Guinée rapidement un retour, je ne sais pas, à l'ordre constitutionnel ou pas, mais en tout cas, un retour à la normale. Un pays qui aura un gouvernement, un parlement, qui va aller vers le chemin de développement, qui va peut-être aller vers des élections paisibles, dans combien de temps, j'en sais rien, mais il est évident que les militaires ne vont pas faire des élections dans 6 mois. Hein. Ça, je crois que, on sent tout de suite un peu dans l'opposition, chacun pense que c'est son tour d'être au pouvoir. Moi, je serais tenté de leur dire, calmez-vous, peut-être que d'ici 2022, il n'y aura pas d'élection. Voilà. Possible. Merci infiniment. Merci le temps que vous avez parti terminé. Merci à Mbaye Sylla Khouma, économiste et spécial développement. Merci aussi à Abdrahmane Gaïdé, historien et enseigne l'histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À la technique, Biran Cissé, micro Alassane Samba Diom. Bon dimanche à tous. Vous écoutez iRadio 90.3, la première radio-vision du Sénégal.